Bonjour à tous, bienvenue dans le premier Walkman de cette saison. C'est un nouveau format, j'espère qu'il vous plaira. C'est sûr qu'il vous plaira. En plus, on a des invités de marque, donc c'est bien pour inaugurer la nouvelle saison ici à UGOP Radio. Je rappelle que Walkman, c'est l'émission qui est faite pour découvrir un artiste, sa musique, son œuvre, l'approfondir, la creuser et voir de quoi s'inspire un artiste, comment travaille un artiste et aussi savoir profiter de l'œuvre qu'il nous offre. Mais ce soir ou ce midi, je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette émission, on a deux artistes et c'est quand même une exception et c'est un couple et donc ça va être quand même intéressant de voir comment fonctionne un couple d'artistes. Bonjour Hector Parra et bonjour Ima Santacreo. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, et vous? Je vais bien, merci. C'est un plaisir d'avoir préparé cette émission à propos de vous parce que votre parcours est assez riche et donc j'ai appris plein de choses tout en la préparant. Donc Ima, vous êtes pianiste, professeur de piano et vous avez pris tous les grands prix de votre... durant votre cursus de pianiste. Si, le parcours d'un musicien est très long. Ça demande beaucoup d'années, beaucoup de travail, mais beaucoup de satisfaction également. Il faut dire que c'est de plus en plus difficile d'être artiste dans la société d'aujourd'hui. Pourquoi? Mais oui, on a toujours l'impression que ça devient un peu... de plus en plus difficile aussi, tout les côtés concert, les côtés conjuguer la vie de personnel avec les concerts, la société, à niveau politique, à niveau économique. On voit bien que la culture n'est pas toujours mise en avant, non? Voilà, on a toujours des réflexions de comment aussi la société change et comment aussi les artistes nous changeons avec cette société. C'est pour ça aussi qu'on vous présente notre travail avec cette idée d'innovation aussi, d'essayer aussi de suivre aussi la société comme elle avance. Donc vous êtes des observateurs de la société, mais aussi vous proposez à la société un chemin. Oui, en fait, les musiciens, je pense qu'on est très sensibles à ce qu'on a autour de nous, pour les bonnes choses et pour les choses les plus difficiles. On est perméable à tout ça. Donc, à l'artiste, comment on peut faire vivre, les besoins qu'on a, en fait. On ne dit pas, je vais faire comme ça ou comme ça d'une manière artificieuse. Peut-être certains peuvent le faire, mais je pense que je vais parler pour Hector, c'est sûr, et pour moi, non. On essaie d'être le plus sincère possible dans notre parcours. Voilà. Et on va voir aussi... comment ça se reflète dans votre travail, mais d'abord je veux aussi présenter Hector Parra qui est compositeur, mais il me semble que vous êtes spécialisé dans les opéras, ou pas? Dernièrement, j'en écris beaucoup, oui, pas mal, mais je compose tout type de musique contemporaine, musique de création, pour aussi électronique, mais concert, orchestre, soliste, piano. Je suis pianiste aussi, comme Ima. On s'était connus d'ailleurs dans la même classe de piano à Barcelone, au conservatoire à Barcelone. Et oui, mais j'adore l'opéra et c'est pour ça que j'en fais beaucoup. J'essaye toujours d'en avoir une dans les mains et de la voix chantée, opéra. J'aime beaucoup et les sujets aussi, de trouver de nouveaux sujets, travailler avec des grands écrivains, metteurs en scène. Oui, ça m'intéresse. On va parler on va essayer de parler, parce qu'on a 20 minutes, c'est le nouveau format, de différentes œuvres et pas mal d'écrivains, même de peintres aussi, qui inspirent vos œuvres. Mais là, je voulais mentionner, parce que pour rappeler à nos auditeurs qu'on a des invités de luxe, votre opéra en 2019, Les Bienveillantes, a été qualifié de l'opéra le plus important du 21e siècle par La Vanguardia. C'est quand même quelque chose dont il faut être fier, hein? Oui, il y a eu des critiques de toutes couleurs, et bien sûr les bonnes, on les met en avant. Et oui, La Vanguardia, c'est un journal très... Qui vous aime bien. À Barcelone, oui, c'est un journal de mon pays natal, non? Mais bon, c'est un journal quand même il peut aussi parler mal de toi. C'est un journal sérieux. Mais c'est quand même pas rien d'être qualifié, d'avoir son œuvre. Il y en a d'autres, sans doute. C'est l'un des opéras. Les sujets, je pense aussi par rapport au sujet, Les Bienveillants de Jonathan Little, la Shoah et tout le nazisme, tout ce qui impliquait comme point
crucial du XXe siècle. Entre la première moitié et la deuxième moitié, on ne comprend pas encore la société aujourd'hui sans comprendre qu'est-ce que ça signifiait, le nazisme et la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Mais, donc, sur ce point, avant de passer à votre livre pour lequel on vous reçoit aujourd'hui, ou oui, le livre audio, je ne sais pas comment vous qualifiez, je pense. Livre audio, ça vous va? Oui, très bien. Donc, avant de parler de livre audio, quand on voit tout le parcours et toutes les œuvres que vous produisez, je pensais au moins 3 par an, peut-être un peu plus à un moment, comment vous sélectionnez l'œuvre ou l'artiste ou le livre, qu'est-ce qui doit vraiment... J'ai l'impression qu'au fil du temps, il faut être de plus en plus sélectif. Maintenant, vous avez ce luxe, je pense, d'être sélectif. Qu'est-ce qui vous fait dire, OK, je vais travailler sur ce projet, pas celui-là? C'est un niveau compositeur. Imaël, c'est un autre type de carrière. Moi, en tant que compositeur, c'est vraiment la curiosité qui m'amène vers un lieu, vers un autre, et après le hasard aussi. C'est un mélange d'hasard et curiosité. Okay. Avec Milo Rau, par exemple, pour Justice, mon dernier opéra, c'était vraiment un peu hasardeux. C'était Aviel Kahn, l'intendant de l'Opéra de Genève, qui nous a un peu mariés avec ce projet. Et quand Milo a proposé le sujet au Katanga, au sud de la RDC, au Congo, j'ai dit oui tout de suite. Ça m'a attiré. Je savais que ça allait attirer. Mais et après, j'ai dédié 2 ans de ma vie à connaître ces projets, à voyager là aussi. Et c'était fondamental. Là, je considère que c'est un événement fondamental de ma vie artistique. La pièce Justice. Justice, mais que je ne savais pas avant de la faire. J'avais déjà développé de musique inspirée par la musique de l'Afrique, plutôt de l'Ouest, de Ghana. Mais bon, c'était oui, déjà un plaisir que j'avais, mais pas vraiment. Un opéra, en plus un opéra, Milo Rau, où les personnages sont des gens réels, qu'on a connus, qu'on a les sujets absolument politiques, les post-colonialisme, même le néocolonialisme qui détruit de vastes régions du sud du Congo et les gens. Et voilà, un opéra, c'est une aventure humaine énorme. Et on rappelle que cet opéra Justice est basé sur le livre de Fiston Mwanza Mujila. Le livret, non, il a écrit à nouveau Fiston. Fiston Mwanza Mujila a été contacté par Milo, par nous, et on lui a demandé d'écrire le livret de l'opéra. Ah, donc c'est un livre qui a été écrit pour l'opéra. Pour l'opéra. Okay. Un livret, c'est 30 pages de texte. Okay. C'est plus court qu'un livre. C'est comme une pièce de théâtre courte. Parce qu'en fait, la voix chantée, ça multiplie par 3 la temporalité de la voix parlée. Okay. Alors, si une pièce de théâtre, c'est 80 pages, un opéra, c'est 25 pages. Okay. Alors, voilà, c'est ça. Donc vous avez lancé un défi à cet écrivain congolais. Si, parce que Milo le connaissait déjà. Et on peut dire Fiston, c'est l'un des grands écrivains congolais actuels, né à Lubumbashi, c'était la capitale de la région de Katanga, où on plaçait notre opéra. Et il connaît très bien, il a pu être très syncrétique, en même temps sublimement analytique avec les personnages, avec la situation des personnages, très respectueux aussi avec les cultures locales, avec les traditions animistes et bantou de la culture Luba, par exemple, de la région. Et on a pu faire un opéra vraiment avec un texte vraiment congolais. C'est en fait une collaboration Europe-Congo à partie égale. Aussi le protagonisme masculin de l'opéra est congolais de Kolwezi, justement, l'autre grande ville de la région minière. Et voilà, il a eu un apport très important dans l'opéra. Et ils m'ont recommandé plein de musique pour m'inspirer, Voilà, c'est un travail collaboratif. En parlant d'opéra, peut-être que c'est bien de faire passer à ce moment la bande-annonce de votre prochain opéra. Bienvenue, c'est ça. Et donc, je vais demander... Bienveillantes. Les bienveillantes. Les bienveillantes. Ok. Si c'est possible d'avoir un extrait de cet opéra pour l'écouter, faire écouter à nos auditeurs.
Donc je conseille à nos éditeurs aussi d'aller voir sur YouTube parce qu'un opéra c'est aussi une expérience visuelle et c'est quand même particulier l'esthétique de cette pièce. Oui, c'est Calixto Vieito qui l'a mis en scène, l'un des grands metteurs en scène actuels. Et il vient d'apparaître en triple CD chez B Records, Voilà. label français d'ailleurs. Et il vient d'être publié maintenant accompagné d'un livre de 200 pages, avec le livret traduit à 4 langues, des textes d'introduction. Et B Records, c'est un label pour lequel vous travaillez aussi, vous composez, et c'est un label qui est spécialisé dans le live. C'est quand même particulier, vous voulez en dire un mot? Musique live, il travaille avec beaucoup d'artistes, mais principalement avec des enregistrements live qu'il soigne avec beaucoup de qualité, qu'il enregistre, mais un opéra, le live, c'est unique. C'est impossible de reproduire en studio parce que ça implique des mouvements théâtraux, des mouvements corporels. Quand le chanteur se touche, ils sont dans la ligne théâtrale. Ils produisent des voix absolument plus frappantes que si c'est en studio qu'on répète des petits morceaux. Voilà, c'est le live. C'est idéal pour l'opéra. Ouais. Et Ima, vous êtes compositrice aussi, mais vous travaillez surtout sur l'enseignement. Oui, en fait, je suis pianiste, mais surtout depuis le confinement, qu'on était tout le temps à la maison. À l'époque, Hector commençait à composer une œuvre que j'ai créée ce mois d'octobre dernier à l'Auditorium de Barcelone, Constellation. Et sur cette œuvre, on partait des expériences d'improvisation. Donc, on était toutes les deux à la maison. On avait beaucoup d'objets et beaucoup d'envie de faire vivre l'œuvre picturale de Joan Miró. Donc, on a fait des séances de travail quand on pouvait, parce qu'on a notre fils, à l'époque, avait 7 ans, si je bonne mémoire. Voilà, donc, et du coup, j'apporte à Hector ces côtés un peu pratiques des idées, on essaie de construire, on le fait ensemble sur d'autres œuvres, c'était le cas aussi. Mais mon activité principale, c'est être pianiste et pédagogue de piano et improvisation. Et vous enseignez où? Au Conservatoire de musique de Maison-Alfort. Ici, à côté, à Paris. Oui, à côté, exact. C'est bien, parce qu'on va revenir sur votre ancrage dans le 12e, mais il faut dire aussi que ce qui est un peu votre touche personnelle, c'est que vous inspirez des objets quotidiens, des objets qui n'ont pas forcément quelque chose comment dire, on ne dirait pas qu'on va faire une œuvre de ces objets, et vous utilisez aussi un moyen qui s'appelle les Extended Techniques, et j'aimerais bien que vous nous expliquiez. Oui, en fait, il y a dans la vie notre, on prépare un terrain, il y a toutes des graines qu'on plante, et une des premières graines, c'était un projet qu'Hector avait fait avec Agustí Fernández, un pianiste, un improvisateur très connu en Catalogne. Ils avaient fait déjà un projet où ils utilisaient beaucoup d'outils dans les cordes. Et je pense que peut-être qu'on a fait un pas un peu au-delà, donc là, mais de plus en plus on utilise des choses vraiment plus de la vie quotidienne, de brosses à cheveux, les pinceaux des peintres, des gommes de vélo. Ça, c'était chose très utilisée dans la musique contemporaine d'ailleurs, et tout un état d'objets. On prenait tout ce qui pouvait avoir du son et on faisait des essayages, non, en fait. Vous les transformez en œuvres d'art. Oui, après on fait une structure, et après les compositeurs donnent sa touche finale. Maintenant qu'on vous connaît un peu mieux, on va parler aussi d'une œuvre pour laquelle vous êtes venu, parce que c'est une œuvre qui a aussi été créée en partenariat. Donc, vous avez enregistré la version française de cette œuvre, parce qu'à la base c'est une œuvre en espagnol, et vous avez fait en 2023 une traduction en français, L'univers à portée de main. Oui. Vous allez nous la présenter, et c'est quand même quelque chose d'intéressant, parce que vous partez du stade de l'enfance pour partir au Big Bang. Donc vous êtes lancé un défi digne d'un astronome. Je ne sais pas si vous aviez lu le livre L'univers à portée de main, c'est un physicien. Oui, on voit quand même. Oui. On a vu, oui. Ah ouais, on a vu aussi après qu'il y avait un livre avec le même titre. Ah oui, voilà. On était un peu embêtés. Donc quand j'ai vu, je me suis dit, ok, ils ont dû faire quelque chose en lien avec ça, mais non. Mais si, c'est en lien quand même. Si. Mais... En fait, c'est une des inquiétudes qu'on a toujours. C'est aussi comment, moi aussi comme pédagogue, comment on peut faire vivre la musique d'une manière plus vraie, moins dans les sens un peu fabriqués, moins académiques, pour faire vivre les choses d'une manière, que les interprétations soient plus naturelles, qu'on puisse aussi capter la vraie essence de l'enfant, de l'adolescent que
tu es en face de toi. Quelquefois, tu le vois jouer, mais il y a une espèce de tristesse ou de chose un peu fabriquée. Ça serait un peu le mot que j'ai constaté avant. Le fait de commencer à développer ce type de travail plus viscéral, je trouve qu'il y a vraiment de résultats remarquables dans la performance des élèves. Et là, tu découvres vraiment la nature de chaque individu, au-delà de la partition. On peut être musicien sans savoir lire une partition. Absolument. Il y a des choses qu'on peut vraiment développer sans besoin de maîtriser le solfège jusqu'à 3e cycle. C'est très important, attention, quand on veut être musicien. Toute la formation et la bienvenue, bien sûr, c'est très, très important, mais c'est pas indispensable dans beaucoup d'étapes. Et beaucoup de moments où tu peux trouver qu'il y a des choses qui se débloquent et ça permet à un enfant, un adolescent de vivre d'une manière joyeuse la musique. C'est une de mes principale préoccupation comme pédagogue. C'était l'objectif aussi de ce livre. Oui, et tout est parti. La sœur d'Hector, Tania Parra, c'est une des co-autrices du livre, surtout dans la conception pédagogique et de la structure de l'œuvre. Elle a fait beaucoup de livres pour enfants, et toujours avec des liens avec des contes, surtout avec l'idée d'enfants un peu plus petits, à partir de 5 ans. Et ça marche extraordinairement bien. Et en 2009, Hector il a fait l'opéra Hyper Music Prologue avec le libretto de Lisa Randall, la physicienne, professeure à Harvard. Et à ce moment-là, quand il y a eu la première, Tania est venue, elle m'a dit, Imma, il faudra qu'on fasse un livre sur ces sujets. Et les années sont passées, il y a eu la Covid au milieu, et il nous a semblé de plus en plus important d'impliquer Hector. On ne pouvait pas faire autrement parce que la tâche était assez ambitieuse quand même. Et on avait besoin aussi de la maîtrise d'un compositeur. Et donc, voilà, c'est parti de ça, et comment les parcours on va de l'humain, d'un enfant qui vient de naître, qu'on lui chante une berceuse. Mais après, on va dire, qu'est-ce qu'il y avait avant ? Il y a la vie, il y a les atomes, il y a voilà, jusqu'au centre, au cœur de l'ouvrage, on a le Big Bang. Et pour après, c'est un voyage qu'on peut commencer par la fin du livre, on va vers un enfant extraterrestre. Hector va expliquer mieux à niveau scientifique la chose, mais en gros, c'est une passerelle. Donc, plus humain on est, plus bébé on est, le piano est plus piano traditionnel dans les touches, normal, joué normal. Plus on va vers quelque chose moins connu, méconnu, on utilise beaucoup les extended techniques. Et voilà. Et donc, c'est un livre où on va apprendre un peu l'histoire de l'évolution plutôt à revers, à rebours, mais aussi on apprend la composition, on apprend comment ça... Comme vous dites, ça commence par des choses basiques et puis ça se développe de plus en plus. Et j'aimerais faire, avant que Hector Parra nous en parle, j'aimerais faire écouter aux auditeurs un extrait du chapitre interstellaire du livre. Tout tourne, tout s'accélère, tout se déforme, tout s'allonge, tout s'étire. L'espace se courbe. Nous sommes des nomades d'un temps magique, voyageant dans un tunnel cosmique, par un raccourci vers un lieu inconnu. Ça donne envie. C'est là que ça finit. Et on ne voudrait pas oublier que la voix masculine, c'est Nicolas Lucan, c'est le professeur de théâtre du conservatoire de Maison-Alfort. Okay. Et la voix féminine, c'est Dunia Dia, une grande actrice française, maman de l'école de notre fils, Marc. On est copains. C'est bien de le mentionner. Oui, un grand merci à toutes les deux. C'est toute une famille qui a composé alors l'univers à portée de main. Il me semble que c'était une de ces caméras, donc je montre l'ouvrage aux 2 caméras.
Mais vous vouliez dire un petit mot aussi sur ce Oui, de cette pièce. En fait, c'est ma sœur. Mon père, en fait, il est physicien théoricien. C'est tout l'amour de la physique. Ça vient déjà de très ancien dans la famille. Et en 2009, oui, j'ai créé cet opéra avec Lisa Randall. C'était avec l'ensemble contemporain, l'IRCAM. C'était au Centre Pompidou. La création, c'était un opéra très différent de Justice ou de Les Bienveillantes, sur un sujet purement très scientifique, sur une 5e dimension de l'espace-temps. Où Lisa Randall, en ce moment, la grande physicienne de Harvard, était en train de chercher au CERN aussi. C'est un moment spectaculaire de la physique théorique. Et l'idée pour cet opéra, c'était que la chanteuse voyageait à cette 5e dimension, est une physicienne, et son copain, l'homme, était un baryton qui restait dans notre espace-temps connu. Non? Alors ils se parlaient, et sa voix souffrait les transformations structurellement parallèles de ce qui pourrait se passer. Sans doute le son ne voyage pas dans l'espace vide, mais matière, on faisait un peu un parallélisme entre matière et son. Non? Et c'était une discussion scientifique, mais aussi émotionnelle. Qu'est-ce que c'est que la réalité? Non? Cette question ontologique, en fait, est à la base de ce projet. Qu'est-ce que nous sommes en tant qu'espèce, en tant qu'être, autoconscient aussi? Et qu'est-ce que... Et je vois ça dans tous les opéras aussi. Les contrastes extrêmes entre les aspects les plus lyriques, les plus beaux de l'être. Une maman qui aime son petit, non, dans les cas de Justice, c'est justement une maman qui a perdu sa petite et comment elle la chante. Et après, les aspects les plus mystérieux... le pourquoi de l'existence, qu'on n'a aucune idée de pourquoi, qu'est-ce que nous faisons ici, non? Et qu'est-ce que c'est que l'univers aussi? Il y en a d'autres d'univers, où nous habitons dans un seul univers. Qu'est-ce qui s'est passé avant le Big Bang? Ce sont des questions qu'on peut se poser, non? Et qu'est-ce que c'est que la vie? Pourquoi la vie, non? Quelle question! Et voilà, cette pièce un peu articule toutes ces questions d'une façon un peu structurée, avec une vulgarisation très élémentaire des sujets. Mais comme il m'a très bien dit, ça commence par une marionnette, que c'est une comptine, avec un petit enfant en face. On parle de la famille, ses doigts, le pouce et le papa, tout ça, non? La maman. Et peu à peu, on voyage jusqu'au Big Bang, c'est le cœur de la pièce. Et peu à peu, on voyage dans un langage pianistique assez classique, traditionnel. Parce que quand même, pour nous, notre propre fille, c'est la chose la plus proche qu'on a. Et ça pourrait se rapporter au niveau pianistique avec le piano joué comme on l'a toujours joué, non? Jusqu'au Big Bang, c'est les grands clusters avec les cordes à l'air, c'est de la pure physique, en fait, c'est le chaos. En fait, l'univers était très ordonné au moment du Big Bang, le chaos est venu après, mais voilà, c'est une grande explosion. Et après, en fait, ces voyages vers le début, on l'a fait à niveau temporel, mais dans une méso-échelle, dans une échelle moyenne, on passe de corps humain aux hommes primitifs, paléolithiques, on parle de nomades, de peintures rupestres. Après, les dinosaures, tous les enfants adorent les dinosaures en général, et là on les caricaturise avec de musique concrète, c'est un dictionnaire de dinosaures, un peu. Après, les origines de la vie, comment la vie s'est originée sur Terre il y a 4000 millions d'années. La vie, c'est un grand mystère, mais quand même, c'est la réplication d'une architecture autopoïétique au fur et à mesure, avec l'évolution qui s'implique. Et après, l'origine des atomes, le Big Bang, et après, la macro-échelle. Le fond de radiation cosmique, les quasars, les premières étoiles, et les trous noirs. Une fois on a un trou noir, en fait, on a une passerelle hallucinante vers un autre univers, peut-être. C'est la physique actuelle qui nous le dit. Et on peut supposer le défi pour la poétesse Lola Casas, qui devait faire face à tous ces sujets. Oui, Lola Casas, c'est l'une des plus grandes poétesses pour enfants de la Catalogne. Elle écrit sur tous les sujets. Mais là, elle nous a confessé que quand même, c'était pas évident. On lui a expliqué, Faire passer de la physique quantique dans un poème. Petit, voilà. Dans un poème et un poème. Elle l'a très bien fait. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de questions qui traversent non seulement cette œuvre, mais toutes vos œuvres, et ce sera un plaisir d'en discuter une autre fois, puisque notre émission touche à sa fin. Mais on voit que pour Justice, pour ça et pour votre prochaine
pièce à la Philharmonie de Paris. Donc c'est Triptyque bleu. En juin 2025. Concerto de trompette. On vous recevra avec plaisir une prochaine fois aussi pour faire débattre peut-être le couple artistique que vous formez. Mais donc ce fut un plaisir de vous recevoir. Merci. Et à très bientôt. À très Merci bientôt. à vous.